Salut Martin, Salut Camille. merci de nous accueillir dans ton studio incroyable aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter Bien sûr. en 30 secondes? 30 secondes, c'est Ouais, rapide. en te présentant et en disant un maximum de trucs sur toi. Ok. Eh bien, je m'appelle Martin, je suis pianiste-compositeur. Et, j'ai plusieurs activités qui passent du studio au live. J'aime autant les deux, c'est un équilibre dont j'ai besoin. Euh, Principalement du piano, beaucoup de synthé, beaucoup de clavier. Et dans des styles assez variés. Que ce soit de la chanson française ou de la grosse drill, j'aime jouer de tous les styles, quoi. Et dans un passé pas si lointain, t'as sorti des sons où tu chantes toi-même, enfin c'est du slam je crois. Ça, exactement. Ouais, voilà. Et du coup, sous ton pseudonyme Malam. Et dans un de ces sons, parce que je les ai quand même bien écoutés, Ouais. tu dis mes darons font du son, ils ont fait le tour du monde. Hmm. Et du coup, j'imagine que tu fais allusion au fait que tes parents font de la musique grégorienne, notamment, mais aussi de l'orgue, etc. Euh, J'imagine que t'as baigné dedans quand t'étais petit. Comment t'es passé de cette culture du chant grégorien, qui est quand même assez spécifique, Hmm. au slam et à tout ce monde hyper différent? À vrai dire, c'est pas unique. Enfin, cette référence fait aussi allusion à ma mère, qui est, qui est pianiste, accompagnatrice, et qui est notamment allée jouer en Corée avec Hervé Lamy, grand ténor français. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil aux deux. Comme mon père a créé une école de chant grégorien, il y a 40 ans, on a accueilli beaucoup d'étudiants de l'étranger, euh, des Malgaches, des Russes, enfin vraiment de tous les pays du monde. Et donc on avait une ambiance musicale très multiculturelle. Parce que les gens venaient chanter des chansons de leur pays, des chansons traditionnelles, etc. Et donc j'ai toujours baigné, j'ai pas baigné que dans le chant grégorien. Oui, Ou ça que t'a dans le ouvert en classique, ouais, fait à plein de exactement. trucs. Exactement, puis j'ai eu la chance d'avoir des, des mentors un peu en musique. Je pense à mon associé Jean-Charles Vintrebert, qui m'a pris par la main quand j'avais 14 ans et qui m'a dit ok, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Ça c'est intéressant. Machin. Et donc, ouais, j'ai toujours eu des influences très diverses. Ok, ok. Et quand t'écris un son, comme ça, comme celui auquel je viens de faire allusion, euh, avant de commencer, tu commences par quoi? Tu commences par avoir une idée de thème ou tu... Il n'y a pas vraiment de règle. Enfin, la création, c'est quelque chose qui arrive à un moment. Moi, c'est souvent quand je fais de l'improvisation au piano, par exemple, où il y a un thème qui arrive, ou alors quand je chantonne un truc sous la douche, et là je fais oh putain, il y a un thème sympa. Enfin, tu vois, c'est très. Il y a pas de règle. Enfin, je vais pas arriver, m'asseoir sur une table avec une feuille blanche, un stylo, et puis. Tu vois, il n'y a pas de chemin tracé, quoi. Ouais, ok. Et tu pars d'un truc que t'as vécu ou d'une histoire qu'on t'a racontée, une histoire que t'imagines, tu t'inspires de quoi? Souvent de sentiments que je ressens. Une Ok. situation, d'un. Encore une fois, ouais, c'est très varié en fonction des chansons, quoi. Oui, bah il y a celle Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, ouais, par exactement. rapport au Covid. Ouais. Donc là, t'étais vraiment baigné dedans et t'as écrit. Ok. Et quand tu composes, est-ce que tu t'isoles? Parce que j'avais entendu, je sais plus quel musicien qui avait dit bah moi, quand j'écris un nouveau son, pendant 3 jours avant, j'écoute plus rien Ok. pour pas être inspiré par les autres, Hmm. enfin pour pas prendre des idées des autres et vraiment écrire quelque chose qui me sort de ma tête. Hmm. Est-ce que t'as un peu cette tendance où Ah, c'est tu... intéressant. Moi, je pense, enfin, je sais pas si c'est possible de faire abstraction des influences externes. Hmm. Je pense qu'il faut pas non plus se leurrer et dire que si on s'isole un mois, après on va faire que des créations personnelles. Je pense au contraire, l'influence externe est très importante, il faut bien sûr la manier, il faut changer les choses, mais euh, on va pas créer quelque chose de nouveau. On va, par des influences, réussir à faire quelque chose qui colle à notre style, à notre. Et j'ai pas ni l'ambition ni la prétention de dire que j'invente un style, tu vois. Je sais que ce que je fais, ça a été fait et refait, mais je le fais en apportant ma petite touche personnelle, avec un apport créatif à chaque fois. Ok. Et du coup, tes sources d'inspiration, c'est qui? Euh, pour le slam pur, Ouais. euh, bah, t'as tous les grands rappeurs, slammers, comme Gaël Faye, Oxmo Puccino, Abdel Malik, incroyable. Et Gaël Faye, en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer et où j'avais participé à un tremplin à l'époque qui s'appelait le Levis Music Project, Ok. où en gros on était parrainé par Gaël Faye et tous les samedis on se voyait à main d'œuvre
à Saint-Ouen. Et on avait des cours d'écriture, des cours de prod. Enfin, on était 10-12 artistes accompagnés sur un an. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer 2 artistes avec qui je travaille aujourd'hui. Il y a eu Georges K, une slameuse rappeuse que j'ai accompagnée pendant 4 ans sur scène, 3 ans. Ok. Et il y a eu Clovis, un artiste surtout un grand ami avec qui je travaille aujourd'hui. Et avec Georges K, on a eu la chance de suivre Gaël Faye en tournée, où on faisait toutes ses premières parties. Incroyable. Donc ça t'a permis de te faire une expérience de fou. Ouais, exactement. Bah, c'est là Ouais. où j'ai vraiment commencé la scène, grâce à Georges K, que je salue ici. Et, et aussi, commencer la scène avec un tel mentor, c'est une chance inouïe. Une Ouais. chance inouïe. En fait, c'est comme ça que t'as appris à faire des prods, à faire toutes les bases ou t'as Non, quand même alors là, pris... j'ai commencé quand j'avais 14 ans à faire des prods, à vraiment être sur le logiciel, à diguer, faire des sons, grâce à Jean-Charles Ventrebert, encore une fois, le tonton. Et, et non, mais là, ça m'a plutôt appris à me professionnaliser et en ayant une vraie ambition dans le milieu, quoi. En disant, ok, un jour, je serai comme Luxor, Igor, le mec qui fait les prods de Gaël Faye, avec Guillaume Poncelet. Je dis, ouais, un jour, je serai comme lui sur scène, tac, j'aurai toutes mes machines, tous mes trucs. Et c'est des choses qui m'ont inspiré, comme par exemple pour l'hémophile, tu vois, où j'ai un setup qui ressemble un petit peu à celui de Luxor, tu vois, j'ai des percus, là j'ai des synthés, je lance le Ableton avec un séquenceur, enfin avec un contrôleur MIDI. Et tu vois, donc c'est marrant, tu vois, c'est des inspirations qui te suivent, mais qui t'aident tu vois, à tracer ton chemin, c'est un peu une rampe de lancement en fait, tu vois. Ouais. Et quand t'es justement sur scène avec l'hémophile, donc Mm. qui est un slammer, ou... Ouais, après, je trouve ça tellement dur, la frontière entre le slam et le rap. Moi, Oui, ouais. j'arrive pas à définir un truc encore. Parce que dans l'inconscient collectif, le slam, c'est des blancs qui font du rap, en fait, tu vois. Et le rap, c'est, tu vois, des gens de couleur qui Ah disent du ouais. texte. Bah, Alors que je voyais pas trop ça comme ça. dans l'inconscient collectif, quand même, si. Ouais, ok. Mais pour moi, le slam, c'est a cappella. Et pour moi, dès que t'as de la prod par-dessus, là, c'est du rap. Donc par exemple, Grand Corps Malade, tu dirais que c'est un peu du rap? Bah ouais, c'est un texte scandé sur une musique, tu vois. Ouais. Donc pour Ok. moi, c'est du rap. Ouais, alors que pour... Oui, bah non, mais c'est logique en fait. Mais c'est Ouais. comme si tu vois aujourd'hui, t'as plein de rappeurs qui font presque que chanter dans leur son, tu vois. Mais on Ouais. appelle ça du rap. Ouais. Mais je sais pas, c'est compliqué à définir encore. Ouais. Pour moi, c'était ça justement. Le rap, c'était plus la tendance où, bah oui, t'as tout un texte où tu vas chanter, Mm. et le slam, c'était plus Grand Corps Malade qui Ouais. parle, quoi. Mm. Mais du coup, pas forcément, ouais, c'est intéressant. Je pense que chacun ouais, a un peu sa définition ouais, du slam. Ouais. Mais il Ok. faudra demander une amie Héloïse Brésillon, qui est une grande poétesse, et qui a fait, je crois, des concours de slam, des choses comme ça. Il faudrait on va appeler Joker un téléphone à un ami C'est ça. pour avoir une définition exacte. Alors petit perché sur ton étoile polaire, petit soleil, regarde haut, regarde haut. Ambitionne le monde pour embrasser la lune. Ambitionne le monde pour régner sur la lune. Je serai grand, j'achèterai tous les regards. Le temps payera pour mes efforts. D'ici là faut chanter encore plus fort, plus fort. Et ouais, demain je serai grand. Écoutez, reconnaissez-moi. L'anonymat c'est bien qu'un temps. Ça fait 3 ans qu'il ne va pas. Il y a quelques mois, t'as sorti un son En tant que Malam. Oui. Ça faisait un moment que t'en avais pas sorti. Qui s'appelle Danser tristement. Mm. Et donc, comme je disais, ça fait un moment que t'en avais pas sorti. Est-ce que c'est une volonté de ta part de ralentir un peu ta prod Malam pour te consacrer, parce que je vois beaucoup de stories où t'es avec l'hémophile, Clovis et tout, sur des péniches pour des spectacles et tout, enfin des spectacles, des concerts. Et est-ce que c'est une volonté de ralentir Malam ou c'est juste que t'as pas le temps? Malam, c'est vraiment devenu un side project. C'est un projet, quand j'ai le temps, j'y consacre un peu d'énergie, tu vois. Mais c'est ça, je pense dans un mois, c'est 1% de mon temps. Vraiment. Ah oui, ok. Je dirais qu'aujourd'hui, mon temps est partagé entre 22dB, société que j'ai créée il y a 7 ans avec Jean-Charles Ventrebert, où on fait de la composition à l'image, musique de film, musique de pub. On a fait notamment une campagne assez marrante pour la sécurité routière, où tu as Olivier Dussard et ses équipes qui ont fait des magnifiques animations, et nous on a posé de la musique dessus.
c'était très intéressant. Et on fait aussi de la réalisation. Par exemple, tu as un artiste qui vient au studio avec sa guitare en disant bah voilà, j'ai cette mélodie, j'ai cette guitare, j'aimerais avoir une batterie, une contrebasse ou machin. Et nous, avec Jean-Charles, le travail, c'est d'arranger les morceaux tels que les artistes le souhaitent, quoi. D'accord. Et ce genre de personnes, comment vous arrivez à vous faire toute une clientèle en fait, à vous faire tout un réseau? C'est de bouche à oreille principalement. Ouais. Donc c'est surtout sur Paris. Oui, c'est ça, exactement, ouais, pour l'instant. Ok. Peut-être qu'on va ouvrir une antenne bientôt dans d'autres villes, on le souhaite. Ok. Et vous avez un peu un site internet, un truc. Ouais. On a un site internet tout à fait qui présente un peu nos réalisations, nos clients. Donc 22dB. 22db.fr. Ok. Je mettrai le lien en description. Génial. Comme ça pour ceux qui veulent devenir des musiciens avec des bonnes bases derrière. Trop bien. Et du coup, tu dis que ça fait pas mal d'années que t'es dans le slam, le rap, tout ça, que tu fais des prods, puisqu'apparemment c'est vers 14 ans que t'as commencé. La MAO est la musique assistée par ordinateur. Ok. J'ai commencé à 14 ans. Oui, voilà. Et c'est difficile de se faire une place et d'avoir des concerts, des... Tout est relatif. Quand tu arrives dans l'industrie aujourd'hui, pour un jeune chanteur, surtout dans le milieu du rap, je trouve ça compliqué de se faire une place. T'as pas mal de tremplins, de dispositifs pour aider l'émergence, mais ça c'est des trucs qu'il faut connaître, tu vois. Il faut savoir que ton dossier tu vas l'envoyer à telle personne dans tel SMAC, que si tu envoies ton dossier par tel biais, tu as plus de chances d'être accepté. Donc c'est un milieu où ouais, il faut d'abord faut trimer, faut bosser, envoyer du contenu de qualité, et avant de se faire une petite place. Ouais. Ouais, et aujourd'hui, tu peux en vivre? Là je suis intermittent depuis cet été, ce qui est vraiment une chance, ce qui est un dispositif incroyable en France qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Ça te garantit tu vois, d'avoir un montant par mois. Donc quand t'as pas de concert, t'es sûr d'avoir 1300 par mois au taux minimum. Ouais. Et ça c'est une aide incroyable pour la création. C'est ça te laisse le temps de faire plein de choses à côté. C'est enfin, ça, de bah créer, ouais, et puis surtout que le métier de concertiste, c'est très saisonnier en fait. Tu vois. T'as pas beaucoup de concerts en janvier, février, mars. Après ça commence à s'accélérer un petit peu. Mais non, ouais, grâce à l'intermittence, je peux en vivre. Trop bien. Voilà. Ok. Et quand tu montes sur scène, comme ça, là, sur des péniches, sur des... Même au Petit Trianon, je crois, vous avez été? Au Trianon, Au Trianon tout court. Ok. On a fait le Zénith de Paris aussi, Ah, avec c'est- l'hémophile. À l'époque, avec Georges K, on avait aussi fait le Zénith. On avait fait l'Olympia. C'était incroyable. Ouais, c'est énorme. Et dans ce cas-là, comment tu gères l'appréhension? Enfin, est-ce que tu as de l'appréhension et du stress? Avant, il y avait beaucoup d'appréhension. Maintenant, il n'y en a plus trop. Mais il y a du stress toujours qui reste. Et ça, c'est important de le garder. Sinon, t'arrives avec un ego surdimensionné, tu fais oh, moi, c'est bon, le stress, vous savez. Je sais plus qui a dit cette phrase, tu sais, un peu célèbre, une pianiste. Je sais plus si c'est Madame Boulanger ou pas. Ou quelqu'un lui dit oh, moi, j'ai plus de stress. Et la dame répond oh, bah, ça viendra avec le talent. Ouais, Je sais ça plus, je sais c'est... plus, je sais plus la phrase exacte, faudrait la retrouver, c'est marrant. Ouais. Mais en fait, il y a une enfin oui, il y a toujours une appréhension forcément. Mais maintenant, c'est juste de l'excitation aussi. Moi, j'adore la scène. J'adore ce petit instant avant de monter sur scène où tu commences un tout petit peu à trembler. Moi, c'est trop marrant avec l'hémophile. On a un petit rituel avant de monter sur scène. On arrive, on fait des pompes comme des gros débiles pendant 10 minutes. Et Ouais, après, ça on est, permet de oh, canaliser le... Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tu sens ton énergie. Et après, tu montes sur scène et baf, tu lâches tout. Ok. Ouais, donc tu vas devenir super stock, plus tu vas faire de concerts, quoi. C'est C'est ça, c'est une bonne technique d'entraînement. Plus besoin d'aller à la salle, faites des concerts. c'est ça. C'est moins cher et en plus t'es payé. Ah, c'est ça, c'est le bon plan, ça. Ok. Et quand t'es sur scène, justement, avec l'hémophile et tout, t'en as un peu parlé tout à l'heure, tu fais, forcément, t'es au clavier, Ouais. et tu fais quoi autour? Parce que moi, sur les vidéos, je te vois taper un peu partout. C'est ça. Alors j'ai des pads, j'ai un SPD, tu vois ce qu'il est là. C'est une petite surface de contrôle où tu peux taper et mettre des sons dans le boîtier. Donc ça te permet de mettre des sons qui sont pas forcément acoustiques. Tu vois, c'est pas une caisse claire d'une vraie batterie. Ouais. C'est une caisse claire un peu plus travaillée sur le logiciel, etc. Des sons plus électro-acoustiques. Donc il y a ça. Il y a le Moog là, qui fait des grosses basses, des grosses subs. Il y a parfois le Prophète que je prends sur quelques dates. Et puis après, oui, un clavier. Ok. Et je lance aussi tout ce qui est Ableton. Ableton, c'est un logiciel qui est très utilisé pour le live. Où en gros, tu as toutes tes séquences.
Tu peux choisir de garder dans la prod que les basses, que les médiums, enfin que certains instruments par exemple. Et de ça, je les envoie à l'ingé son. Et donc c'est moi qui lance à chaque début de morceaux, etc. D'accord, donc en fait, tout ce que tu nous as cité là, tu le fais Ouais. en live, Exactement. et après, il y a une autre partie qui est déjà enregistrée. Voilà. Ça s'appelle les bandes, quoi. Tu joues sur bande ou sur prod. Ok, incroyable. Très stylé, tu pourras peut-être nous faire une petite démo après. Ouais, bah, Trop bien. J'aime pas nos bruits. J'aime pas le son que fait la masse. J'aime pas nos bruits. Je préfère le son dans mon casque. J'aime pas nos bruits. J'aime pas qu'on perce ma carapace. J'aime pas nos bruits. Ni le son de la pendule qui claque. J'aime pas nos bruits. J'aime pas nos bruits, je préfère écouter de la musique. Je préfère planter des mélodies dans ma tête que de supporter le vacarme des turbines et le claquement des volets qu'annonce la tempête. C'est là qu'est ma liberté. Faire le silence quand je veux, c'est retrouver ma légèreté. C'est bien mon seul pouvoir. Tout le confort du monde à portée d'oreille et de clavier. En faisant un petit peu de recherche, en préparant quand même un peu le podcast, j'ai regardé un peu tes études et tout, et j'ai vu que tu avais fait un cursus de musique à l'image. ouais, c'est ça. En fait, d'abord, j'ai eu la chance de faire des études en musique études, en horaire aménagé, les classes CHAM, à Passy-Saint-Honoré. Et il y a tout de suite eu une évidence de faire de la musique, parce que j'étais pas scolaire du tout. Puis en fait, c'était vraiment à l'époque où je commençais à composer, ouais, 16-17 ans, où je commençais vraiment à composer comme un fou, tu vois. Je bossais jusqu'à 2h du matin au studio, j'étais, oh, putain, on va faire plein de sons, ça va être fou. Et du coup, j'étais en décrochage scolaire lamentable. Je rendais que des copies blanches parce que je travaillais mes exercices d'écriture pour le conservatoire, que je faisais jamais ici, donc je le faisais en cours. Je rendais des copies blanches, ça rendait fou les profs. Et j'avais la chance d'être le chouchou du directeur du lycée, parce que il était batteur. Ah Et ouais. pendant les pauses de midi, on descendait dans les caves de l'école et on faisait des jams et tout. Et il me disait, Martin Vigne, vous aurez votre bac, hein. Je dis, oui, oui, vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Incroyable. Puis j'ai réussi à l'avoir à 11, je crois. Et donc, après cette expérience terrible des études, j'ai dit, bon, les études, c'est fini pour moi. Mais j'ai quand même fait une petite formation professionnelle d'1 an. Euh, C'était très intensif à Nancy, à la MAI. Où voilà, pendant 1 an, ils te forment à tous les outils professionnels, même à réfléchir à un petit business plan pour la suite. Mais aussi là-bas, les études, c'était pas trop fait pour moi. C'est-à-dire que tous les examens théoriques, j'avais 0, parce que ça me saoulait d'apprendre les trucs par cœur, genre la date de la création du midi par machin, moi je m'en foutais, tu vois. Moi je voulais faire de la musique. Et par contre, en examen pratique, j'étais le premier de la classe. Bah ouais, mais c'est trop bien. Et du coup, les profs me disaient, non, mais attendez, vous n'êtes pas fait pour travailler tout de suite, faut faire des études, faites des machins. Et tu sais, tout le monde te dit ça quand t'es jeune. Non, faut se sécuriser, tu vois. Fais des études et après, tu feras ce que t'aimes. Mais non, c'est quand t'es jeune qu'il faut que tu fasses ce que t'aimes. C'est pas à 27 ans, ou même plus tard, quand t'as des gamins et tout, que tu vas commencer à faire ce que t'aimes. Je note, je note. Non, mais tu vois, tant qu'on a l'énergie de la jeunesse, il faut foncer. Et du coup, après cette année d'études, j'ai commencé tout de suite à bosser à Paris avec mon associé. On a monté 22 dB. Et à côté, je faisais des petits boulots pour arrondir les fins de mois. J'étais pianiste dans un restaurant. C'était affreux comme expérience. Mais il y a Danny Boone qui est passé un jour. Ah, Qui est passé et c'est le seul à m'avoir dit bonjour de la soirée. Donc Danny Boone, si tu regardes, si t'écoutes ce podcast, merci frérot, t'es un bon putain. trop bien. Et régulièrement sur Insta, tu publies bah, justement des Ouais. impros au piano. Et pareil, c'est toujours la même question, mais tu pars de quoi? Tu te laisses inspirer Non, je suis toujours en mode oh non, j'ai pas fait les impros sur Insta, il faut que je le fasse vite. Quand j'arrive, je pose mon téléphone, je fais bon, alors un thème. Tadadada. Allez, c'est bon, c'est tourné. Non, je fais toujours ça à l'arrache. Mais aussi, c'est ce que j'aime dans ces vidéos, tu vois. C'est un truc qui est pris sur l'instant et même si c'est pas bien, je publie quand même. Enfin, tu vois, je pose mon téléphone, je fais bon, bah aujourd'hui, enfin là, en 30 minutes, il faut que j'enregistre quelque chose. Et ouais, t'as une création brute sur l'instant. Ouais, donc t'anticipes quand même un peu ce qu'on voit nous sur Insta.
Tu l'as quand même un peu anticipé avant? Non, vraiment pas. C'est la prise que. Tu vois, à chaque fois, je fais 2-3 prises d'impro différentes. Je réécoute, je fais bon, bah celle-là, c'est la moins pire, et je publie celle-ci. Donc tu pourras nous en faire une aussi? Oui, carrément. Trop bien. Ok. Et donc, toujours pour rester sur le piano, il y a quelques temps, tu as créé les soirées Les Grandes Histoires Tout à à fait. Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept, même si tu as pris ta retraite il y a pas longtemps? Exactement. Je suis un jeune retraité. Pour tout avouer, je n'ai pas la parentalité de ce projet. Ça a commencé il y a longtemps. J'étais jeune, j'avais pas de calvitie. C'était avant le Covid. Et c'était un très bon ami, Renaud Seligman, qui est le créateur et le patron du Social Bar. C'est une chaîne de bars en France magnifique à visée sociale. D'accord. Qui m'appelle en disant bah voilà, il y a des soirées au bar de poésie, où tu as un pianiste qui accompagne des poèmes. Et le gars part. Est-ce que tu veux reprendre? Moi j'étais terrorisé, j'avais trop peur. Et j'étais ok, bon bah ouais, pourquoi pas. Et puis je me dis, bon bah en fait il faut foncer et tout. C'était juste après mon retour à Paris. Et, et du coup c'est Jean, alors malheureusement j'ai oublié son nom de famille, mais Jean qui avait créé ça, ça s'appelait Paris Rap Poésie à l'époque. D'accord. Et puis les soirées commençaient à bien marcher. Donc le concept c'est, il y a 20 inscrits par soirée. Les gens montent sur scène et puis moi je suis au piano et j'improvise pour donner un petit tapis musical. Et le but de ces soirées était d'avoir une scène bienveillante où tu as des gens qui peuvent avoir aucune expérience, qui viennent sur scène et qui sont dans un cadre qualitatif. Tu vois. C'est pas un truc à l'arrache avec un vieux micro qui grésille. Non, c'est un truc, le son il est beau, t'as un pianiste qui improvise. Tu vois, c'est T'as un public. exactement, t'as un tout, public de ouais. qualité qui se tait quand ça parle. Tu vois, ça commence pas à parler et tout. Et le but c'était voilà, d'offrir une scène bienveillante, avec une belle qualité d'écoute. Et donc ça ouais, c'était il y a 6 ans je crois. Et après j'ai eu la chance d'être rejoint par Clovis, qui m'a aidé à la com. Parce que moi les réseaux, je suis un ancien, les réseaux, je panique dessus. Quoi. Dès qu'il faut faire une story, je suis ah, comment on fait? Et donc Clovis qui est venu m'aider. Et après j'ai été rejoint par 2 amis, Martin Laugerie, qui est un grand chef opérateur, réalisateur, et Quentin Gouverneur, qui est un grand acteur, qui est en ce moment en études au Conservatoire national d'art dramatique. Et on a décidé de changer d'identité et de s'appeler Les Grandes Histoires. Parce qu'on a changé de lieu plusieurs fois, on était au Topo dans le 5e, et maintenant on est à Porte de Versailles dans un tiers-lieu, le Matré Selva, un magnifique atelier d'artistes qui met en valeur vraiment les arts, la beauté. Je te recommande d'y passer une tête un jour. J'essaierai, ouais, trop bien. Et dans ce cas-là, les artistes, comment ils font pour vous contacter? Ils s'inscrivent sur Instagram, Ok. et en gros tu as une date d'ouverture d'inscription, et bah, souvent il y a beaucoup d'inscriptions. Maintenant on est à chaque fois plus de 100 par soirée. Et il y a, ouais, t'as une place limitée, t'as 25 artistes sur scène, et souvent il y a 38 demandes, tu vois. Donc Clovis qui gère les inscriptions fait des sélections en fonction de si les gens sont déjà passés la fois dernière, pour qu'il y ait un turnover quand même. Ouais. Ok, trop bien. Et voilà. Mais ouais, Incroyable. faut que tu viennes un jour, c'est trop chouette. Ouais, il serait trop bien. Bah, ma sœur était passée. Ah oui, Sur mais scène. oui, c'est vrai. Bon, après, Ah, moi, mais je c'est viendrai pas faire du slam, mais dans le public, Ouais, mais carrément. avec joie. Il y a le Ouais. technicien qui était venu aussi, non? Et puis, il y a. Du coup, oui, je mettrai le lien du compte Insta. Des grandes histoires, ouais, Comme carrément. ça, si des artistes nous écoutent. Bah oui, Ils à fond, hésitent à pas, fond. Une scène ouverte vraiment chaleureuse. Et donc, qui t'a remplacé du coup? Et bien, et là pour l'instant c'est Daniel qui me remplace, Daniel Sicard, un grand chef d'orchestre, avec qui on a eu la chance de collaborer avec l'Hémophile. On vient de sortir d'ailleurs un morceau qu'il faut aller écouter, Pétrole, sur toutes les plateformes, en version orchestrale. Ouais, elle est incroyable cette version. Et donc Daniel qui est voilà, un chef d'orchestre qui a créé l'orchestre Curieux, qui est un orchestre très engagé dans les actions climatiques, pour le climat. Et, et voilà, pour l'instant c'est Daniel qui me remplace, et puis je crois qu'ils sont en train de trouver d'autres pianistes. Ah, c'est génial. Ouais. Oui, parce que du coup, il y a une version de Pétrole. Toi, t'as participé aussi pour les chœurs, je crois. Parce qu'il y avait des chœurs qui chantaient aussi. Oui, pour les arrangements, pour l'écriture des chœurs, ouais. Ouais. Donc en fait, toi, quand t'accompagnes l'hémophile, ou des artistes comme ça, tu fais quoi? Alors l'hémophile, je compose toutes les chansons. Tom écrit, le chanteur écrit les textes et les interprète.
Moi, je gère toute la partie musique. Sur là, des grands projets comme des arrangements pour orchestre, là, c'est Daniel Sicard qui a fait les arrangements. Moi, j'ai juste dit est-ce qu'on pourrait avoir une flûte à tel moment? Et voilà, basta. Ça s'arrête là, mon arrangement. J'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle. Même si c'est un mirage, un mensonge suffira. Serre-moi fort dans tes bras, j'oublierai que le monde s'effondre. On sera tellement beau, debout dans les décombres. J'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle. Même si c'est un mirage, un mensonge suffira. Serre-moi fort dans tes bras, j'oublierai que le monde s'effondre. On sera tellement beau, debout dans les décombres. Ouais, pour les gros projets, quand même, on s'entoure. Tout comme par exemple, on a un morceau avec l'hémophile où j'ai eu la chance de collaborer avec un grand ami dont le projet s'appelle Mew, M-U, avec un rond sur le U, Ok. et qui est un compositeur électro-techno, mais du futur. Vraiment, quand t'écoutes ses sons, tu fais genre, waouh, pourquoi ce mec c'est pas une superstar, tu vois. Et j'ai la chance d'être son ami, et l'honneur d'être son ami. Et par exemple, pour une track, pour un morceau de l'hémophile où il fallait vraiment un passage très techno, tu vois, là, j'ai fait une collaboration avec Mio pour s'entourer à chaque fois des meilleurs dans un domaine précis, quoi. Trop stylé. Et tout ce que tu fais, c'est hyper prenant au quotidien, j'imagine. Tu dis des fois que tu composes jusqu'à 2h du matin, tout ça. Donc là, bon, ça pique à 9h30 le matin pour l'interview, merci à toi. Avec grand Euh, plaisir. Comment tu gères un peu ta séparation entre vie pro et vie perso? Il n'y a pas. C'est ça. Bah, pour l'instant, au stade où j'en suis, il n'y en a pas, surtout que là, bah, je viens de lancer un nouveau projet en janvier. J'ai créé un label de musique, Politesse Records, pour produire l'artiste Clovis, dont je te parlais tout à l'heure. Et là, il y aura d'autres signatures sur le catalogue sur les 2 prochaines années. Il y aura 3 nouvelles signatures environ. Et c'est vrai que bah, pour l'instant, ouais, non, j'ai pas de séparation. Et je sais que c'est pas bon, c'est pas sain. Et je pense que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps quand j'arriverai à trouver un meilleur rythme. Et t'arrives à prendre des vacances? Non. Non. Donc là, tu bosses toute l'année. Ouais, mais c'est un plaisir, tu vois. Parce que j'ai tellement envie de faire des choses. J'ai tellement envie de mener des projets que c'est pas, tu vois, c'est pas difficile pour moi, quoi. Hmm. Et après, bon, tu vois, si je veux prendre une semaine de vacances, je peux le faire. Mais quand je serai en vacances, je serai en mode genre, ah putain, j'ai envie de bosser, j'ai envie de machin. Donc voilà, pour l'instant, voilà, j'ai ce rapport qui est pas très sain, mais qui est aussi, tu vois, lié à l'âge, à la passion. Je crée des nouveaux projets, les choses avancent très bien. Pour l'hémophile, là, on s'entoure de plus en plus de partenaires. Avec Clovis aussi, on s'entoure de plus en plus de partenaires. Donc, ouais, l'ambition nourrit aussi, quoi. Et la passion nourrit aussi. Trop bien. Tu nous parles d'un label de musique. Qu'est-ce que c'est? Moi, Un label de musique, c'est historiquement les maisons de disques, tu vois. C'est en gros, tu vas produire une œuvre, et en produisant cette œuvre financièrement, tu as une part de propriété sur les musiques. Ok. Euh, euh, donc par exemple, tu vas payer tout ce qui est mixage, les ingé sons, s'il faut payer des résidences pour travailler les projets, les lives. Euh, voilà, c'est une partie qui est nouvelle pour moi. J'ai créé le label en janvier, Politesse Records, et c'est une casquette qui me plaît bien. J'aime bien prendre du recul et, par exemple, avoir des artistes comme Clovis. Là, on a sorti un morceau par mois en 2024. Le tout est réuni en album en novembre. En décembre, on a une release party le 9 décembre. C'est un lundi, il faut venir. C'est au pop-up du label Gare de Lyon. Pop-up du label Gare de Lyon. Et c'est un projet incroyable. Et en plus, je suis aux machines sur le live. Incroyable. Donc en plus, on pourra me voir. On va essayer de pas rater ça. Ah, il faut. Le label, c'est une nouvelle casquette, une casquette de producteur. Et c'est passionnant de prendre un peu de recul sur la direction artistique. Et moi, à chaque fois, je dis à Clovis, t'es libre. Et même si tu veux sortir un morceau que moi j'aime pas, je vais pas en tant que producteur dire, parce que t'en as qui peuvent faire ça, tu vois, t'as des labels qui sont en mode non, non, ça c'est pas assez bankable comme son, on le sort pas. Moi au contraire, le but c'est d'accompagner un artiste et de dire, bah, en fait là t'as les moyens de t'exprimer. Donc exprime-toi, crée des choses, teste, tu vois, c'est le moment sur ce premier album de tester des choses.
pour après affiner petit à petit sa direction artistique, mais de lui-même. C'est pas le producteur qui dit ok, on va faire du rap avec des refrains qui chantent et tout. Non, c'est l'artiste qui prend cette direction tout seul. Et toi, tu t'adaptes. Ouais. Et bah moi je m'adapte pas vraiment, c'est-à-dire que je paye les sessions de mix et les sessions d'enregistrement. Mais oui, on peut adapter aussi la stratégie derrière, quoi. Et c'est rentable de faire ça? Parce que moi, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu payes tout. Bah en fait, c'est ouais, c'est de l'investissement, puisque après t'as une part de propriété sur les sons. Donc imagine demain, Clovis, il fait 1 milliard de streams sur Spotify, bah forcément ça va devenir rentable. Ah bah, lendemain de sortie de podcast, hein. Ah bah oui, peut-être. Mais il y a un objectif de rentabilité qui n'est pas présent. Bien sûr, il faut faire attention aux dépenses, mais il y a surtout une volonté de créer des objets artistiques. Et ça, c'est ce que je découvre avec la production, c'est de dire, ok, on va faire quelque chose de beau, quelque chose de bien. On va pas bâcler les choses et faire des mix à l'arrache dans un petit home studio, tout. Non, on va aller dans un beau studio, faire un beau mix qui est cohérent sur tout l'album. On va faire du live avec de la belle création lumière. Là, on a Mew, l'artiste Mew, qui nous accompagne sur la création lumière sur le prochain show. Et tu vois, bah oui, c'est du budget, il faut mettre 300 balles dans une ampoule, super. C'est trop chiant de mettre 300 balles dans une ampoule. Mais non, mais on le fait pour la beauté du live, tu vois. Et, et même, tu vois, même si le projet Clovis, demain il s'arrête et il n'est pas rentable, il me rapporte 0 thune, bah je serais trop heureux de l'avoir fait. Parce qu'on a créé un album qui est beau, qui est cohérent, ce sera un bel objet, tu vois. On va presser des vinyles, je vais en mettre partout dans le studio. Incroyable. Mais tu vois, on va presser des vinyles, ça va être beau, ça va être... c'est... J'aime bien faire abstraction de la rentabilité sur des projets et juste marcher à la passion, tu vois. Parce que si le mec qui crée est passionné, et si toi en tant que label t'es passionné, les gens ils vont te suivre derrière, tu vois. Ça peut peut-être mettre 1 an ou 2, mais les pros quand ils vont te voir où tu parles d'un projet avec passion, ils te suivent. Ah ouais. Non, en tout cas, ça donne envie. Mmh. J'ai En hâte tout de la cas, il sortie. faut aller streamer Clovis. C'est Ah bah, important. je vais m'y mettre. Trop bien. J'étais déjà avec l'hémophile. Ouais, Voilà. bien. Ça va faire ma playlist. Trop bien. Et il y a un artiste avec lequel tu rêves de faire une prod. T'as jamais eu l'occasion pour l'instant. Il y a un artiste avec qui je rêverais de collaborer, c'est Lucas V, qui a signé la magnifique musique de l'album L'amour de DC's, que j'adore. C'est des textures, c'est des harmonies très chaudes. Ouais, beaucoup de respect pour ce compositeur. Sinon, il y a un compositeur de musique classique que j'admire beaucoup, c'est Alexandre Desplat, qui a signé des grandes musiques de films, notamment La forme de l'eau, qui m'avait complètement matrixé, avec un thème sublime. Il a fait une des musiques d'Harry Potter aussi. Il a fait le 4, je crois, ou le 5. Le 4, je crois. Ok. Et ouais, non, en fait, j'aimerais trop travailler avec différents. Tu vas pouvoir travailler avec des compositeurs classiques comme des compositeurs électro. C'est un truc. Mélanger tout ça, tu vois. Parce que je trouve qu'en France, on a encore trop ce truc de cases, tu vois. Les gens sont soit compositeurs électro, soit compositeurs machin. Et tu vois, il n'y a pas assez de mélange. Bah, il y en a un qui mélange bien. C'est Stromae. Ah, Stromae. Lui, Ah, il a des belles équipes, hein. Franchement, il a des très très belles équipes. Et non, mais j'aime beaucoup son projet. D'ailleurs, il va sortir un film ou un docu bientôt, je crois, non? je sais pas du tout. Ouais, j'ai pas- Sur sa maladie, sur la dernière tournée qu'il a faite, je crois. Il a dû arrêter la tournée. Ok, incroyable. Ouais, faudra pas rater ça non plus. Ouais. Mais non, mais Stromae est très grand artiste. Et sinon t'as des artistes dans le jazz qui commencent à mixer les styles. Très intéressant. Gogo Penguin, je sais pas si tu connais. Pas du tout, non. C'est vraiment marrant. Snarky j'écoute, Puppy, c'est plus funk. J'écoute surtout l'hémophile, Malam. Enfin, tu vois, je- Uniquement malade. Non mais voilà, en fait, j'aimerais travailler avec des compositeurs de différents styles pour voilà, m'inspirer du mieux dans chaque style, quoi. Ouais, et qu'est-ce que tu cherches à transmettre dans ta musique? C'est beau. De l'émotion, forcément. Mais pas imposer quelque chose, tu vois. Parce que transmettre, ça peut être en mode... Alors tu vois, je fais un morceau très pathos pour faire chialer. Je trouve que tu transmets pas. T'imposes Ouais. une émotion. Ouais. Alors si tu fais un truc plus neutre, ou alors tu vas faire un... Tu vas pas chercher à provoquer une émotion, tu vas juste faire un truc sincère qui sort de toi, sans avoir un but derrière. Je trouve que là t'es... Voilà, c'est ça. Là, t'es au service de la musique. Alors que t'as trop de compositeurs en France, enfin en Europe partout, qui mettent la musique à leur service. Tu vois, un peu pour saucer leur ego, en disant ok, je vais faire une musique comme ça, tac tac tac. La musique est à leur service. Et Ouais, ça, c'est c'est pas ça la intéressant. musique. Ouais. La musique, c'est être à son service avec humilité et avoir du recul là-dessus, quoi.
On n'est rien face à la musique. La musique, c'est énorme. C'est infini. Nous, on est juste des petits merdeux, tu vois, sur notre piano, sur nos partitions, on est nuls. Mais alors que la musique, c'est immense. Ouais, c'est hyper intéressant ça. Ok. Et il y a un truc. Est-ce qu'il y a un truc c'est peut-être. Tu me diras. Mais est-ce qu'il y a un conseil est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné un jour, plutôt dans le domaine de la musique du coup, qui t'a fait réfléchir, qui t'a fait grandir? Moi, c'était un grand monsieur. J'ai eu la chance d'avoir vraiment tous les jours, je repense. Non, pas tous les jours. Toutes les semaines, je repense à ce monsieur. C'était mon premier professeur d'improvisation. D'accord. Alex Mittelstadt. C'était le père d'un ami. Et qui était un monsieur tellement touchant. Au piano, c'était génial. Je sais plus quel âge il avait quand j'ai commencé les cours avec lui, mais il mélangeait un peu les langues. Et du coup, il disait un mot en allemand, un mot en anglais, un mot en français. Et il y avait les cours comme ça, c'était un truc un peu lunaire. Excellent. Et c'est lui le premier qui m'a appris à avoir un rapport complice avec l'instrument. Où on travaille d'improvisation, ou en chantant les mélodies. Où on me disait, en fait, il faut que tu arrives à lier ton cerveau au truc. Donc quand tu entends une mélodie, tu la chantes et on la joue en même temps. Il restait beaucoup de travail sur le son. Et voilà, il m'a dit cette phrase qui est très connue en jazz, mais que j'ai découvert à l'époque avec lui, c'est less is more. Tu vois, il faut pas en faire trop. Et moins t'en fais, plus tu vas être percutant et pertinent aussi, tu vois. Ok, ouais. Et c'était un beau conseil, un très très beau conseil de sa part. Et ouais, Alex Mittelstadt, c'était un très très grand monsieur, un grand pianiste. Et qui justement m'a appris à avoir ce rapport à la musique. Où quand t'es jeune, tu peux être justement prétentieux, etc. Mais non, justement la musique, il faut être humble face à elle. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est pas la première fois qu'on me dit ça sur le podcast. C'est bien, ça me fait réfléchir. Je suis pas original. Non, mais... non, mais ça pour trop le seul. Ah là là. Non, mais le côté. C'est comme dire quelle est ta couleur préférée et je réponds bleu, tu vois. Ouais, c'est trop nul. Ouais, mais ça c'est normal. Je suis trop déçu de moi. Je suis désolé, pardon. Je voulais pas dire ça. Non, mais il y a un artiste qui va passer après toi, Eric Planté, et qui nous avait aussi dit ça. Mais lui pour la trompette. Non, pas les sismes. C'était pas ça que je voulais dire. C'était l'humilité en fait. En fait, lui il dit, moi le matin, bon du coup je fais un petit spoil, mais bon. Tous les matins, la trompette se charge de me rappeler qu'il faut être humble quoi. Et, tu nous feras une petite démo de trompette tout à l'heure? Ok. On fera une impro piano trompette. Ça me va. En vrai, t'as pris ta trompette ou pas? Oui, je l'ai. Mais trop bien, mais il faut qu'on fasse une interview une impro de fin d'interview. Trop bien, on fait ça. Mais et avant ça, j'ai une petite dernière question, un peu classique aussi du podcast. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce que t'as fait, tu trouves le bonheur dans la musique? C'est marrant parce que pour trouver le bonheur dans la musique, il faut d'abord le chercher. Et moi, j'ai jamais cherché le bonheur dans la musique. C'est toujours un truc qui a été tellement immédiat, c'était tellement un besoin, tu vois, la musique. C'est un truc d'expression, c'était là où j'étais dans ma bulle, où personne pouvait me toucher, tu vois. Et ouais, j'ai jamais cherché le bonheur dans la musique. C'est marrant. Ouais. En tout cas, dans ma musique. Quand je compose, après, quand j'écoute, par exemple, un concerto de Bach, je trouve beaucoup de bonheur, tu vois. Mais c'est plus que du bonheur, c'est de la joie, c'est fou quand t'écoutes un concerto de Bach. Ou Rachmaninoff, enfin, tu sais, ça te provoque des émotions énormes. T'es heureux. Mais dans ma musique, dans mon process de création, je trouve pas, parce que j'en cherche pas forcément, tu vois. Ouais, mais rétrospectivement, tu te dis pas rétrospectivement, là, sur scène, au Trianon, j'étais heureux. Ah, mais si, de fou, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Non, et puis heureux, fier. Enfin, tu vois, c'est marrant, quand on a commencé le projet L'Hémophile, tout le monde disait non, mais la poésie, les gars, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher, les gars. Et c'est dur quand tu commences un projet et que tout le monde te dit arrêtez, les gars. Faites de la chanson, faites du machin. La chanson, c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui passe en radio. Ouais. Tu vois, à l'époque, tout le monde disait ouais, non, Encore Malade, ça passe pas en radio. Donc faites pas ça, tu vois. Et c'est marrant. Et tu vois, mais un truc trop drôle, même nous, moi le premier, il y a Tom qui écrivait sur la discussion avec la manageuse, j'ai une idée, on va faire un poème par jour sur la page Insta. Ah mais ça a été énorme ça. Et non, mais ça, ce qui est trop drôle, c'est que alors Alice, la manageuse, je me souviens plus ce qu'elle a dit, mais moi j'ai fait non mais gars, la poésie sur Insta, mais t'es malade, ça va jamais marcher. Et grâce à ça, on a pris 50K sur Insta. Et du coup, mais c'est horrible, mais le projet est beaucoup plus crédible aux yeux des pros avec 50K sur Instagram.
Ça, c'est encore des grands problèmes de ce milieu. Il faut que ça change. Et j'espère que Politesse Records va réussir à bousculer un peu tout ça. Mais il faut que les professionnels considèrent des artistes qui ont 2000 abonnés comme 50 000 ou 100 000 abonnés. Moi, je C'est suis d'accord. ridicule. Bah Moi, ouais. je suis d'accord. On a tous les 2000 abonnés, c'est pour ça. Non, mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc ridicule d'image. Mais parce que tout est pensé pour la rentabilité aujourd'hui. Et ce qui est logique, mais d'un côté, il faut aussi un peu investir quand t'es pro, tu vois. Genre là, tous les pros autour d'un projet émergent, ils vont attendre que le premier pro se mouille. Pour derrière arriver sans risque, sans... Tu vois, ils sont plus de couilles aujourd'hui, les pros dans le milieu. Ils arrivent, ils attendent qu'il y ait déjà 100K sur le projet, et quand il y a 100K pour la tournée, pour le machin, ils disent oh, ok, on va investir un peu de thunes. Mais non, ça marche pas comme ça, tu vois. Très bonne imitation. Ouais, quand j'imite les pros, je suis toujours comme ça. Oui, mais vous comprenez, il n'y a pas assez de budget. Ok, bon, merci Martin. Bon bah, avec grand plaisir. C'était incroyable comme échange. Maintenant, place à la musique. Hein. Ouais, on va faire une petite impro trompette piano. C'est parti. Allez, on y va.